Bienvenue dans la réalité. Les rapports officiels mentent. Osez regarder derrière le rideau. La vérité sur Pokrovsk est bien différente des communiqués. Ici, on ne parle pas d'une victoire fulgurante ni d'un assaut tonitruant. Tout commence dans le silence, pas dans le fracas des armes. Le désastre n'a pas éclaté à cause d'un obus ou d'un char, mais au détour d'un événement anodin. La relève d'une brigade ukrainienne, une opération censée être routinière, sans histoire. Ce détail administratif, presque invisible pour l'opinion publique, a pourtant suffi à ouvrir une faille béante sur la ligne de front. Quelques hommes partent, d'autres arrivent, et soudain, une nuit, la position tenue par la 115e brigade est abandonnée. Silence radio, absence totale de coordination. Par peur, par épuisement, ou à cause d'un ordre mal compris, une poignée de soldats quittent le terrain avant l'arrivée de leurs remplaçants. Quelques heures plus tard, les unités d'assaut russes franchissent la brèche sans résistance, à pied, sans bruit, sans barrage d'artillerie. Ce qui devait être une simple rotation se transforme en catastrophe majeure. Les tranchées sont vides, le secteur stratégique d'Okeretino tombe sans combat. Pour les analystes militaires, ce n'est pas une défaite tactique isolée, c'est le symptôme d'un effondrement plus profond. Ignorer la réalité, c'est risquer de ne rien comprendre à la guerre en cours, aux conséquences pour l'Ukraine et pour l'équilibre du continent. La survie de toute la région, voire de l'Ukraine orientale elle-même, ne dépend plus seulement du courage des soldats, mais d'une série de facteurs qui échappent désormais au contrôle des défenseurs. Mais que s'est-il vraiment passé à Okeretino et pourquoi ce point de la carte a-t-il tout fait basculer ? Imaginez une nuit ordinaire, une relève de brigade. Puis de soudain, le vide absolu. Personne ne se doute encore que c'est le début d'un bouleversement historique sur le front de l'Est. La 115e brigade, censée tenir la ligne à Okeretino, quitte ses positions en pleine nuit. Pas d'explication officielle, peur dévorante, épuisement sans fond, ou un ordre criminel venu d'en haut. Pour les soldats, le pourquoi n'a plus d'importance, seules comptent les conséquences. À cet instant, le silence règne. Personne n'a attendu la relève. Aucun tir, aucune explosion. Juste l'abandon, comme si la terre elle-même s'était ouverte sous leurs pieds. Les observateurs russes, tapis derrière leurs écrans, hésitent. Ils scrutent les tranchées vides, redoutant une embuscade. Mais il n'y a pas de piège. Juste un gouffre inattendu, la défense a disparu, créant un vide stratégique majeur. Ils n'ont pas besoin d'artillerie, ni de chars. À l'aube, les premiers soldats russes avancent à pied sur la route principale. Ils occupent le bâtiment administratif, plantent leur drapeau, comme lors d'une simple promenade. Aucune résistance, aucune trace de la garnison ukrainienne. La ligne censée protéger la région s'est littéralement volatilisée. Ce n'est pas seulement un incident, c'est toute une section du front qui se dérobe. Les unités ukrainiennes voisines découvrent, trop tard, que personne ne tient plus la position clé d'Okeretino. Dans les états-majors, la panique gagne. La brèche s'élargit, les communications s'effondrent et l'effet domino commence. Ce qui n'était qu'un repli local devient un désastre logistique et militaire sans précédent. Car sur une ligne de front, un simple trou, une nuit d'absence, peut provoquer la chute de toute une région. Le sort du Donbass, et peut-être de l'Ukraine orientale, bascule en quelques heures. La question n'est déjà plus pourquoi tout a commencé, mais jusqu'où cette cascade de pertes va s'arrêter. Mais comment un effondrement aussi localisé a-t-il pu entraîner une débâcle sur des kilomètres ? Pour comprendre, il faut plonger dans le chaos de la relève, les ordres contradictoires et la logistique en ruine. Ce n'est pas une attaque classique. C'est une méthode aussi primitive que géniale. Les premières heures après la faille ne ressemblent à rien de ce qu'on imagine sur une ligne de front moderne. Les Russes avancent comme des ombres, en petits groupes de 3 ou 4, glissant le long du chemin de fer. Ils exploitent chaque fossé, chaque élévation de terrain comme des fantômes, évitant les champs découverts pour se fondre dans la végétation et les remblais. La topographie leur offre une armure naturelle. Le talus du chemin de fer, surélevé de plusieurs mètres, sert de rempart contre les tirs et les regards. Les positions défensives ukrainiennes, conçues pour tenir face à un assaut frontal, sont contournées, infiltrées, puis prises à revers. Les Russes ne cherchent pas le combat direct. Ils percent, se faufilent, puis frappent là où personne ne s'y attend. Côté ukrainien, la situation dégénère rapidement. Les unités sont dispersées, les commandants dépassés. Les communications s'effondrent, brouillage, câbles coupés, radio hors service. Ce brouillard de guerre transforme chaque groupe isolé en proie facile. Les ordres n'arrivent plus, les renforts non plus. Le commandement panique. Plusieurs brigades se retrouvent à occuper les mêmes tranchées sans même connaître les fréquences radio des autres. La coordination, déjà fragile, disparaît totalement. Les troupes démunies voient leurs lignes arrières s'évaporer minute après minute.
Les positions fortifiées, qui devaient en tenir des semaines, tombent parfois en quelques heures seulement. L'ennemi progresse en sautant de village en village méthodiquement. Ce n'est plus une ligne de défense, mais une série de poches assiégées, coupées du reste du front. Et l'artillerie, censée sauver la situation, est paralysée. Les batteries sont repérées et détruites par des frappes de drones, ou réduites au silence par l'aviation russe. Les munitions, le carburant, les vivres n'arrivent plus. Chaque camion devient une cible sur des routes que l'on surnomme la route de la mort. La panique s'installe. Des troupes entières quittent leur position sans ordre, fuyant la zone des combats. Cette désorganisation crée de nouvelles failles, rendant toute contre-attaque impossible. Plus les unités s'effondrent, plus la peur se propage jusqu'à remplacer la discipline par la terreur. À ce rythme, c'est la défense elle-même qui se consume de l'intérieur. La confiance s'effondre, l'initiative disparaît. Ce n'est plus une bataille, c'est un effondrement en chaîne, chaque perte accélérant la suivante. Mais la conséquence la plus grave n'est pas seulement militaire, car derrière ce chaos, c'est la logistique qui s'écroule, le moral qui plonge, et le contrôle de Pokrovsk qui glisse entre les doigts des défenseurs. La question n'est plus de savoir si la ligne tiendra, mais combien de temps avant que tout ne s'écroule. Mais ce n'est pas tout. L'effondrement de la logistique et du moral annonce une catastrophe qui dépasse le champ de bataille. Regardons comment la chute de Pokrovsk pourrait bouleverser tout l'est de l'Ukraine. Pokrovsk n'est pas une ville comme les autres. Sa perte serait fatale car ici, c'est bien plus qu'une simple brique sur la carte du Donbass. C'est le cœur logistique qui fait encore battre la résistance ukrainienne. Car Pokrovsk, c'est d'abord la clé de voûte des routes et du chemin de fer. L'économie charbonnière du Donbass y converge, et sans elle, c'est tout l'ouest qui se retrouve isolé. Si la ville tombe, les approvisionnements cessent d'arriver. Plus de munitions, plus de vivres, plus de carburant pour les défenseurs des villes à l'ouest. La prise de Pokrovsk couperait le dernier cordon ombilical qui relie ce qui reste de la défense du Donbass au reste de l'Ukraine. C'est la dernière barrière avant la steppe, ce vaste espace où il n'y a plus d'obstacles naturels jusqu'au cœur du pays. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas aux cartes militaires. C'est toute l'économie ukrainienne déjà exsangue qui risque de s'effondrer. Les mines ferment, les usines s'arrêtent, les derniers stocks s'évaporent. Sans Pokrovsk, la résistance s'asphyxie, et avec elle un pan entier de la nation. Le moral est au plus bas. Déjà, les autorités locales évacuent, dans la panique, les archives, les banques, tout ce qui constitue encore la colonne vertébrale d'une administration. L'angoisse se propage car chacun comprend ce qui se joue, la disparition d'un bastion, mais aussi celle d'un espoir collectif. Le risque ne concerne pas seulement la géographie ou l'économie. Perdre Pokrovsk, c'est risquer de voir sous nos yeux l'effacement d'une nation, l'anéantissement d'une société, la dispersion de millions de destins. Cela provoquerait une onde de choc humaine et géopolitique dont les répercussions dépasseraient largement les frontières de l'Ukraine. Mais dans ce chaos, il est urgent de s'interroger. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet effondrement ? Comment prévenir ailleurs les mêmes erreurs fatales ? Ce qui tue une armée, ce n'est pas toujours une balle, mais la solitude, la faim, l'abandon. Dans les tranchées de Pokrovsk, le vrai ennemi n'était pas forcément celui d'en face, mais le vide, le chaos et le manque de soutien. Les récits internes sont implacables. Le commandement s'effondre, la coordination se dissout, et il manque cruellement de soldats réellement formés. L'absence de communication transforme la confusion en absurdité tragique. Certaines unités s'ignorent, d'autres finissent par se tirer dessus, sans même savoir qui est l'ami ou l'ennemi. Personne ne sait vraiment qui tient quelle position. La peur, l'incertitude et la désorganisation s'installent. La logistique, colonne vertébrale de toute défense, s'est brisée. Sans munitions, sans vivres, sans rotation, même le courage finit par flancher. Les routes d'accès sont devenues des cimetières de camions carbonisés. Chaque ravitaillement est une loterie mortelle. Sans carburant, sans équipement, un soldat n'est plus qu'une cible isolée dans un paysage déserté. Ici, la guerre ne se gagne ni ne se perd par la simple bravoure ou la supériorité numérique. Elle se joue avant tout dans l'organisation, la prévoyance, la capacité à anticiper l'effondrement du moral et des ressources. Les armées qui négligent la logistique répètent toujours les mêmes erreurs fatales, croyant que la vaillance suffit pour tenir face à la tempête. La démoralisation, le sentiment d'abandon, la perte de sens sont les véritables armes fatales. Quand l'espoir s'effrite, chaque homme devient une forteresse assiégée par la lassitude et la peur. On pense toujours que la guerre se résume aux balles et aux explosions. Mais en vérité, elle se perd bien avant la première détonation, au fil des silences radio, des ordres contradictoires et des regards perdus.
Oublier ces vérités, c'est condamner toute armée à l'échec et tout peuple à la souffrance. Une défense sans logistique, sans morale, sans coordination n'était qu'un mirage voué à disparaître au premier choc. Ceux qui ne tirent pas par ces leçons sont condamnés à voir l'histoire se répéter, avec des conséquences à chaque fois plus lourdes. Mais après ce constat implacable, une question demeure. D'autres apprendront-ils à temps, ou le cycle de l'effondrement continuera-t-il inexorablement? Voyons ce que les prochains jours pourraient révéler sur le sort du Donbass. La vraie question n'est plus: Pokrovsk peut-elle être sauvée? Mais bien, où s'arrêtera la débâcle? Ce qui se joue ici va bien au-delà d'une simple ville. C'est tout un front qui s'effondre sous nos yeux, morceau après morceau, comme un édifice rongé de l'intérieur. Pokrovsk n'a pas été trahi par la force brute, mais par l'épuisement, le chaos et la peur qui se sont infiltrés dans chaque sillon de la défense ukrainienne. L'image officielle, celle d'une résistance héroïque freinant la vague russe, ne résiste plus à la réalité du terrain. Les soldats ne manquent non pas de courage, mais de tout le reste: munitions, renforts, sommeil, confiance dans les ordres. L'effondrement n'est pas arrivé par surprise. Il s'est préparé lentement, dans le silence des transmissions coupées, dans le regard vide des hommes qui ne croient non plus à la relève. C'est le paradoxe glaçant de cette guerre. Il n'a pas fallu une percée fulgurante, juste un trou dans la ligne, un abandon, une fuite, un commandement perdu, et la brèche s'est ouverte, béante. La nuit, quand la brigade 115 a quitté ses positions sans attendre la relève, c'était déjà trop tard. Les Russes n'ont eu qu'à marcher sur la route principale, drapeau à la main. Pas de bombardement massif, pas de tactique sophistiquée. Un vide, puis l'effondrement. Aujourd'hui, Pokrovsk n'est plus le symbole d'une résistance, mais celui d'un système à bout de souffle. Chaque village perdu emporte avec lui une partie de la logistique, du moral, des chances de survie de la région. Le Donbass, colonne vertébrale économique et stratégique, risque de s'écrouler tout entier si personne ne comprend l'ampleur du désastre. Ce qui se joue maintenant, c'est l'avenir même du pays et au-delà la stabilité de l'Europe. Si aucune leçon n'est tirée de Pokrovsk, si l'on persiste à se rassurer avec des chiffres creux et des communiqués vides, alors le sort de l'Ukraine orientale est déjà scellé. La débâcle n'a pas de limite fixe, elle s'arrête là où commence la lucidité et le courage collectif. La question qui dérange n'est pas de savoir combien de positions tiennent encore, mais combien de temps il reste avant que tout le front ne se dissolve. Combien de signaux d'alarme faudra-t-il pour briser le déni? Face à la réalité, il n'y a plus de faux espoirs à vendre. Comprendre ce moment, c'est refuser que l'histoire se répète. Et c'est maintenant, dans le silence qui suit la chute, qu'il faut choisir. Observer la disparition d'un État ou agir pour sauver ce qui peut encore l'être.